Bonjour à tous et toutes, bienvenue à Back to Business. C'est la dernière intervention. Avant de commencer la keynote, n'hésite pas à réagir sur les chats. On commence avec ces présentations sur les B2B et l'implémentation et l'intégration de l'intelligence artificielle. L'adoption de l'intelligence artificielle générative s'accélère. Maintenant, 65% d'entreprises utilisent régulièrement ces technologies en 2024. Les solutions sont focalisées sur des tâches spécifiques pour prendre la valeur de ces nouvelles technologies avec des résultats concrets. Les usages les plus courants sont, dans la première place, des marketing et ventes. Par exemple, là, on peut observer la création de contenus, comme cet exemple de text-to-video, mais aussi il y a des tâches liées à le développement de stratégies personnalisées et aussi la gestion des leads commerciaux. Il y a des autres usages plus courants maintenant, comme le développement des produits et des services, soit pour la conception et design, soit pour le testing de nouveaux concepts. Aussi, les information technology, les tâches liées à l'IT, ont commencé rapidement à intégrer ce type de technologies pour la gestion des données, le data management, pour la création des chatbots ou la création des assistants des IA. Il y a des autres usages aussi, ou des tâches qui commencent à intégrer la IA pour améliorer, pour optimiser, pour augmenter la productivité dans ces processus, leurs processus. Par exemple, les fonctions corporate, oui, les business intelligence, les services opérationnels, les services de software, ça veut dire les développements, par exemple, des coding et RH. Maintenant, on observe que les décisions du business sont de plus en plus basées sur des outils technologiques. Ça veut dire que la possibilité d'accéder au diagnostic plus précis grâce à l'intégration des données, des analyses de IA et IAGEN permet à les décideurs de prendre des décisions basées justement sur diagnostic plus précis et surtout pour évaluer l'évolution de ces décisions pendant les parcours, pendant la stratégie. On observe que ce type de solutions comme les business intelligence émergent à travers des acteurs comme les startups. Là, il y a quelques exemples, mais aussi avec les grandes entreprises de technologie comme Amazon, Microsoft, IBM, Google Alphabet, Meta, qui commencent à améliorer ce type de services B2B en intégrant de nouvelles fonctionnalités. On peut observer ce type de services ou des solutions pour la gouvernance de l'IA, pour la gouvernance des data et aussi pour le développement des différents outils, des assistants, des systèmes adaptés 100% aux préférences, aux besoins de chaque organisation. Aussi, on observe que les grands big players des technologies commencent à s'introduire dans de nouveaux domaines. Ça veut dire pas rester seulement dans les côtés plus liés à la technologie, sinon commencer à proposer des solutions créatives, des solutions aussi pour le marketing, pour l'expérience client. Et carrément, ça permet de créer ou dépenser des solutions originales à partir de créer ce type d'alliance entre marques et ce type de players qui commencent à prendre de plus en plus protagonisme dans tous les domaines et disciplines. Du côté opérationnel, on observe l'émergence d'une diversité de solutions pour gérer la production, la supply chain, la logistique, les transports, l'entretien des équipements, et surtout parce que l'objectif de la automatisation et la efficacité, la optimisation et la montée de la productivité restent des objectifs prioritaires. Pour les marketing B2B aussi, il y a une immense opportunité.
Mais ça demande maintenant, pour prendre la valeur de ces types d'opportunités, ça demande aussi un changement à niveau de paradigme d'organisation et aussi du rôle des CMO. L'amélioration de la automatisation, de la gestion des données, l'intégration des canaux et la production des contenus sont clés pour développer ces stratégies B2B réussies. En même temps, dans ces domaines des outils, des solutions, des stratégies, on observe aussi les changements de services de marketing traditionnels parce qu'il commence à y avoir des nouvelles alliances entre les agences de marketing, les fournisseurs des solutions technologiques et aussi les marques. Alors, ça change beaucoup, on peut dire, les panoramas des solutions, mais les côtés plus positifs, c'est qu'on peut commencer à penser des nouveaux usages, à penser des outils 100% adaptés à chaque entreprise. Entre les alliances qu'on observe, il y a plein entre Adobe Avast, entre Publicis Nvidia, Dentsu, Amazon, Microsoft et Google. Il y a plein de ces types d'interactions maintenant dans les marchés. Là, il y a seulement un exemple, les alliances entre WPP et IBM pour intégrer Watson X AI dans la plateforme Open de WPP pour améliorer la gestion de marketing B2B. Ça va améliorer beaucoup les capacités de ces plateformes des ciblages, de développement des campagnes, d'évaluation des performances, d'adaptation en temps réel de ce type de stratégie de marketing B2B. Enfin, on voit que la transformation du service B2B du marketing opérationnel et d'analyse commence à évoluer rapidement d'une façon totalement radicale. Mais ça permet à tout le monde de penser des nouveaux types de solutions et être partie de ces futurs que ça va évoluer énormément grâce à l'intelligence artificielle générative. Et maintenant, merci beaucoup. Je laisse la parole à 55. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la mise en pratique de l'intelligence artificielle générative au travers de cas concrets. Parce qu'il faut bien remarquer qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA générative, mais très peu en font réellement. À tel point qu'on peut se demander si c'est pas une bulle, un effet de mode, une hype. Et puis, si l'IA générative ne sera pas comme le métavers, c'est-à-dire que dans un an, on n'entendra quasiment plus parler. Alors probablement pas. L'IA générative, ça n'est pas juste un vague concept, ce sont des technologies bien réelles et qui progressent très vite à mesure que les grands acteurs technologiques et des startups font des investissements massifs sur le développement de ces technologies. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus d'études de cas concrets aujourd'hui? C'est pas parce que l'IA générative n'a pas le potentiel qu'on pense, c'est tout simplement que ça prend un peu plus de temps qu'on peut le croire. J'aime bien citer Bill Gates qui disait « On exagère, on surestime toujours le changement à 1 an et on le sous-estime à 10 ans ». Donc je pense qu'on est exactement dans ce genre de cas. Et plus précisément, selon nous, dans notre expérience, il y a 3 défis précis que les entreprises doivent relever pour mettre en œuvre l'IA générative. Ces 3 défis, c'est d'abord identifier des cas d'usage pertinents pour l'IA générative, c'est ensuite réussir la mise en œuvre technologique, et puis finalement, ce sera préparer son organisation au changement. Alors commençons par le premier défi, donc identifier des cas d'usage pertinents pour l'IA générative. Et c'est plus difficile qu'on le croit, parce que l'IA générative sont des technologies très nouvelles, qui apportent vraiment des nouveaux paradigmes, et il est parfois difficile pour les équipes métiers d'imaginer comment l'IA générative peut leur être utile. Concrètement, dans leur quotidien, comment est-ce que l'IA générative peut les rendre plus productifs, plus efficaces. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est une interface qui permette à des gens qui n'ont pas de formation technique particulière de jouer avec le modèle pour se faire une impression concrète de ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas,
de les associer entre eux, de les comparer, pour comme ça un petit peu comprendre le potentiel de l'IA générative. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a développé donc cette interface SciMap qu'on utilise lors de sessions de hackathon ou d'idéation. Je vous propose de prendre un exemple concret. On travaille avec Chronodrive, donc supermarché en ligne. Et ils avaient cette idée de faire une sorte de Shazam des courses. Donc, je prends en photo mon frigo et ça me dit ce que je peux faire comme recette, est-ce que je dois faire comme course pour faire ma recette. Donc, est-ce que l'IA générative permet de faire ça? Regardons en quelques secondes. Donc, vous voyez ici l'interface de l'outil SciMap qu'on a développé, avec sur la barre de navigation de la gauche tous les modèles commercialement disponibles, que ce soit GPT, Claude ou Gemini, en text-to-text, en texte-to-image, en image-to-text. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre donc de l'image-to-text, prendre une photo d'un frigo plein tel que j'aurais pu la saisir avec mon smartphone, donc l'ajouter en entrée du modèle, et je vais lui demander de lister les ingrédients que l'IA générative reconnaît dans le frigo. Donc il va comme ça lister les ingrédients qu'il va reconnaître, et la sortie, donc cette liste d'ingrédients, je vais l'envoyer vers un autre module d'intelligence artificielle. Cette fois-ci, donc ça va être un module de LLM, de text-to-text, et donc hop, de la même manière en drag and drop, et je vais lui demander, donc à partir des ingrédients qui auront été listés précédemment, que je mets en entrée, de suggérer une recette diététique sur la base de ces ingrédients-là. Donc le modèle tourne, liste les ingrédients nécessaires pour faire la recette, et ensuite donne toutes les étapes nécessaires à la recette. Donc tout ça, c'est déjà très bien. Et puis ensuite, pour me motiver à vraiment me mettre à la cuisine, je vais lui demander de me faire une image réaliste du plat terminé. Donc là, je prends un module de text-to-image. De la même manière, je prends la sortie du module précédent que je mets en entrée, et je vais lui demander de me générer une photo réaliste du plat complet. Et la voici. Donc, en quelques minutes, on a une sensation concrète de ce que peut faire l'IA générative et de ce qu'elle peut pas faire. Et donc, les équipes métiers sortent avec non seulement de ces sessions, non seulement des paperboards ou des slides, mais des prototypes fonctionnels de ce que l'IA générative peut faire. Ça stimule la créativité, l'imagination, et en plus, ça permet de gagner beaucoup de temps, parce que derrière, on peut sauvegarder ces sessions et exporter les spécifications aux équipes de dev pour passer en production. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, avec Chronodrive, on a pu développer une application alimentée par l'IA générative, avec 2 cas d'usage précis. Le premier qu'on vient de voir, donc je prends une photo de mon frigo et ça me suggère une recette que je pourrais faire avec. La deuxième, un petit peu différente, que vous allez voir ici, mais voilà, vous allez voir qui est un peu connexe. Là, le contexte qu'on imagine, c'est quoi? C'est je suis au restaurant où je lis un magazine, et là je vois un plat qui me fait saliver, donc je vais le prendre en photo, hop, vous voyez ici sur la vidéo. L'IA générative va reconnaître le plat, trouver une recette pour réaliser ce plat, lister les ingrédients nécessaires à la recette, les reconnaître dans la base de données, dans le catalogue de Chronodrive, et me proposer de les ajouter au panier en un clic pour passer la commande de ce dont j'ai besoin. Donc voilà, en quelques semaines, donc une application alimentée par l'IA générative qu'on a pu développer à Chronodrive. Donc tout ça, c'est très bien, et vous voyez que donc notamment des outils comme SciMap permettent vraiment d'accélérer et d'alimenter donc le travail d'imagination pour identifier les cas d'usage pertinents. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il faut ensuite que la technologie fonctionne. Donc ça, c'est le deuxième défi, c'est de réussir la mise en œuvre technologique de l'IA générative. Et parce qu'il faut reconnaître que quand on discute avec des entreprises aujourd'hui, souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, l'IA générative, on a essayé, mais ça ne marche pas très bien, il y a beaucoup d'hallucinations. » Il faut reconnaître qu'en général, ce sont des gens qui se sont contentés d'exporter, d'uploader toutes leurs données dans ChatGPT et ensuite de poser des questions.
Ça peut fonctionner dans certains cas, mais c'est forcément un peu rudimentaire comme approche. En réalité, il y a des méthodes beaucoup plus efficaces pour obtenir en tout cas des meilleurs résultats, à commencer par déjà travailler les prompts avec une démarche de prompt engineering très structurée. Ensuite, vraiment avoir une architecture des projets en mode chain of thought, comme on dit, donc vraiment de façon très modulaire, comme le montre justement SciMap. On voit que c'est une étape après l'autre, une étape élémentaire après l'autre, et ensuite un bon travail de préparation des données. C'est à la fin un savoir-faire de déploiement de la technologie d'IA générative qu'il faut développer. Et justement, chez 55, sur lequel on a beaucoup travaillé, parce que non seulement on peut s'appuyer sur 10 ans d'innovation sur l'intelligence artificielle en général, mais ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'on a identifié 6 cas d'usage de l'IA générative pertinents pour les organisations sales et marketing, pour lesquels on a développé des prototypes fonctionnels qu'on ne cesse d'améliorer depuis. Ce sont des applications de l'IA générative qui ont remporté plusieurs prix, à la fois de la part de AWS et Google Cloud, mais surtout, depuis 2 ans, ce sont des applications de l'IA générative qu'on a pu déployer chez des clients, chez des entreprises, et dont certains ont été assez aimables pour donc en faire des études de cas publiques. Donc je vous propose d'en regarder quelques-unes. La première, c'est avec Nespresso. Et cette étude de cas, elle porte sur l'amélioration des flux produits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un flux produit? Un flux produit, c'est un fichier, XML en général, mais peu importe, qui liste toutes les informations d'un catalogue produit d'un e-commerçant. Donc évidemment le titre, le nom du produit, une photo, tous ces attributs, des descriptions, des prix, des informations sur la disponibilité en stock, etc., etc. Ce sont des informations qui sont absolument cruciales parce qu'elles permettent d'alimenter des campagnes publicitaires comme Google Shopping ou sur Meta, mais aussi des marketplaces ou encore voilà, d'autres partenaires marketing qui permettent d'augmenter les ventes d'un e-commerçant. Et ce qu'on constate, c'est que ces fichiers, qui sont très importants pour alimenter les ventes des e-commerçants, sont souvent marqués d'erreurs ou d'informations incomplètes. Après tout, c'est normal, ce sont des fichiers assez longs qui ont été remplis à la main, et donc l'erreur est humaine, et en général, on considère qu'il y a quelque chose comme 10% d'informations qui sont erronées et incomplètes. Et ces informations incomplètes pénalisent la performance des campagnes. Donc ce qu'on a fait pour Nespresso un peu plus tôt cette année, c'est une solution d'IA générative qui part de leur base de données produits et qui fournit un flux produit amélioré qui permet donc de booster la performance des campagnes. Donc je vous propose de prendre un exemple concret, là, issu de leur flux produit. Donc là, c'était la description d'une capsule Capriccio. Et vous voyez que dans la version de base qu'ils utilisaient, il y avait beaucoup de choses à améliorer. Il y avait notamment les champs de description qui n'étaient pas assez clair en termes de call to action et qui ne respectait pas d'ailleurs toutes les recommandations de Google Shopping. Les informations de stock et de prix n'étaient pas dans le bon format, donc qui pouvaient être portés à des malentendus. Et le titre était pas très précis, on ne comprenait pas forcément que c'était une capsule de café dont il s'agissait. Donc là, pour ces champs-là, voilà les améliorations proposées par l'IA générative. Et disons, c'est juste un exemple. Au total, c'est 22 champs qui ont été améliorés ou corrigés par l'IA générative. La question est, est-ce que ça marche? Et la réponse, en l'occurrence, oui, et au-delà de nos attentes. Donc ça, c'est une campagne test qu'on a fait avec Nespresso au mois de mai et qui a montré que avec le flux amélioré, le flux produit amélioré par l'IA générative, le nombre d'impressions de la campagne Google Shopping a été multiplié par 3 et le nombre de clics issus de cette campagne a été multiplié par 2. Donc c'est énorme, c'est encore une fois au-delà de nos attentes. De notre expérience, c'est un peu dans le haut de la fourchette de ce qu'on peut attendre de ce genre de solution. Maintenant, ce sont les chiffres partagés par Nespresso issus de leur campagne. Ce qu'on peut voir avec d'autres marques à plus grande échelle,
c'est typiquement 30 à 50% d'augmentation de la performance d'une campagne ici, une fois qu'on a mis en place donc, la correction par l'IA générative. Mais voilà en tout cas un exemple très concret d'utilisation de l'IA générative qui permet de réaliser des gains de performance significatifs en termes de marketing digital. Autre exemple qui porte celui-là sur l'analyse de données. Donc le contexte là, c'est quoi? C'est, tout le monde le sait, dès qu'on investit un tout petit peu en publicité numérique, il est absolument crucial de monitorer la performance des campagnes qui peuvent évoluer rapidement et qui doivent mener à des actions correctives très rapides pour maintenir ces performances. Donc pour ça, les annonceurs mettent en œuvre des tableaux de bord qui sont très utiles, mais qui sont forcément limités parce qu'ils donnent la vue sur quelques KPI seulement. Quand on veut comprendre pourquoi les chiffres évoluent comme tel qu'on le voit et vraiment avoir des recommandations actionnables de ces chiffres-là, les directeurs marketing ou médias posent des questions à un data analyst, des questions métiers, hein, donc c'est quoi mes campagnes qui performent le moins, celles qui performent le plus, dans quel pays ça bouge le plus, etc. Ensuite, cette personne-là va retranscrire la question business en une requête SQL, la faire tourner sur la base de données, en sortir des chiffres et ensuite les mettre en forme pour essayer de les interpréter avec les directeurs concernés, les personnes concernées côté métier. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, le problème, c'est que les data analysts sont des talents rares, pas toujours disponibles. Et c'est justement ce que fait cette solution d'IA générative qu'on a déployée chez plusieurs clients, notamment chez Breitling, horloger de luxe, un peu plus tôt cette année. Donc c'est un agent, donc on s'adresse à lui comme un moteur de chat, et on lui pose des questions en langage naturel, par exemple, comment évolue mon volume d'impression ces 6 derniers mois. L'agent automatiquement comprend cette question business, la transforme en requête SQL, fait tourner la requête SQL sur la base de données, en sort les chiffres et répond à la question avec un tableau de chiffres ou un graphique avec la forme qui lui paraîtra le plus adapté en fonction de la nature des chiffres. Si on veut aussi avoir un format particulier, un waterfall ou une pyramide, on peut lui demander spécifiquement et il va tout de suite le mettre en forme. Et voilà, donc c'est encore un usage très concret, très pratique de l'IA générative qui non seulement permet de gagner beaucoup de temps, mais aussi change réellement la manière d'interagir avec la donnée, participe à la démocratisation des données, et puis surtout ça permet de prendre des meilleures décisions quant aux investissements marketing, et donc d'augmenter encore la performance des campagnes. Donc voilà un deuxième exemple très pratique d'utilisation de l'IA générative par nos clients en application sur des sujets de marketing digital. Troisième exemple qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous, qui porte, lui, sur donc la performance commerciale. Ça, c'est un cas qu'on a développé l'année dernière avec Webhelp. Webhelp, qui est une entreprise qui a fusionné récemment avec Concentrix pour former un leader mondial de l'externalisation du service client et des ventes à distance. Donc c'est 300 000 employés dans le monde au travers de plus de 70 pays. Et notamment, on a travaillé avec leurs équipes de vente B2B pour comprendre dans le processus de vente B2B quels sont les moments où l'IA générative pouvait trouver la valeur. Et en particulier, il est apparu que pour préparer un appel de prospection, les télévendeurs passaient pas loin d'1 heure pour comprendre qui était la personne à qui ils allaient s'adresser, ce qu'ils faisaient dans l'entreprise, que faisait l'entreprise, quels étaient leurs enjeux particuliers, leur actualité, etc. etc. Donc, ce que fait notre solution, donc basée sur un LLM GPT, c'est qu'il est connecté à leur base de données clients de Webhelp Concentrix, aussi aux pages publiques LinkedIn et au site web corporate. Et donc, en quelques secondes, quand on prépare un appel de prospection avec une personne donnée,
automatiquement, l'outil va extraire les données synthétiques qu'il faut avoir en tête pour préparer le call. Donc là, c'est des longues minutes qui sont économisées, et toute cette étape de préparation qui durait près d'1 heure est donc réduite à quelques minutes. Au-delà de ça, l'outil va suggérer des icebreakers personnalisés en fonction des informations du prospect, suggérer des bonnes manières de lancer la conversation pour accrocher tout de suite l'attention de son interlocuteur. Et enfin, l'outil permet aussi la correction, l'amélioration des emails de suivi après l'appel. Tout ça évidemment dans un environnement international, donc avec la gestion de toutes les langues pertinentes de tous les pays gérés par Webhelp. Donc ça, c'est un pilote qui a été déployé l'année dernière avec succès pour Webhelp et Concentrix, qui aujourd'hui, Webhelp Concentrix, s'apprête à le déployer à l'échelle industrielle pour que ce soit systématiquement utilisé par leurs équipes. Alors, le déploiement à l'échelle, justement, c'est l'objet du 3e défi. Il faut préparer son organisation à un déploiement à l'échelle. Comme toujours avec ces nouvelles technologies, il ne suffit pas d'en disposer. Il ne suffit pas qu'elles fonctionnent. Il faut avoir une organisation prête au changement, à les adopter. Et plus précisément, il y a 2 dimensions dans cette préparation au changement, selon nous. En tout cas, il y en a 2 qui sont vraiment prépondérantes. La première, c'est la dimension humaine. Donc c'est vraiment préparer les équipes, vous, moi, au changement. Vous l'avez vu, la plupart des cas d'application de l'IA générative, ce sont des services d'assistants, de copilotes, donc qui sous-entendent qu'il y a toujours un humain en supervision dans la boucle. Et donc ça signifie bien que pour mettre en œuvre l'IA générative, il va falloir que des équipes changent leurs habitudes, se forment, utilisent ces outils et fassent évoluer les processus et les organisations pour y inclure l'IA générative. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et ça va être un enjeu important donc d'adoption de l'IA générative qui va se poser aux entreprises dans les années qui viennent. Il y a un deuxième enjeu, au-delà de l'enjeu humain, c'est l'enjeu data. L'enjeu data, parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas de transformation IA sans un socle de data fiable et structuré. C'est d'ailleurs vrai pour toutes les formes d'IA, pas seulement l'IA générative. C'est pour ça qu'on a coutume de dire que ce qui rend les machines intelligentes, c'est la donnée. Et pour ça, je vous propose de prendre un exemple concret, encore une fois, avec Pencil. Pencil, c'est une solution d'IA générative qui permet de faire de la création publicitaire. Donc, c'est un peu la première solution de ce type-là. D'abord parce que c'est la seule aujourd'hui sur le marché vraiment adaptée à l'usage des grandes marques, mais surtout c'est la première historiquement. Ils se sont lancés en 2018, ils n'ont pas attendu ChatGPT pour s'intéresser à l'IA générative. Et depuis, ils ont cumulé $1 milliard, plus d'1 milliard de dollars d'investissement publicitaire sur leur outil, qui a permis d'exercer et d'entraîner leurs algorithmes. Alors comment ça se passe ? Aussi simplement qu'on peut l'imaginer. Donc, on alimente l'outil avec du texte qui permet de décrire son produit, les audiences cibles, aussi ses valeurs de marque, voilà, tout ce qu'on peut donner comme brief finalement habituellement à une agence créa. On va aussi alimenter l'outil avec des photos de ses produits, de ses logos, éventuellement aussi des templates si on veut en utiliser dans la création des publicités. Une fois qu'on a alimenté l'outil avec toutes ces informations-là, si on veut faire une pub pour Facebook Ads, on a un clic sur Facebook Ads. Si on veut une pub TikTok, on clique sur TikTok et hop, en quelques secondes, une création vous est proposée avec différentes variations et une prédiction des performances à venir de ces campagnes-là. Donc, ça fonctionne. Vous voyez ici quelques exemples de publicités pour des annonceurs qui ont été faites avec Pencil. Et non seulement ça fonctionne, mais ça permet de gagner énormément de temps. C'est au minimum, on s'est divisé au minimum par 2 le temps et le coût de création d'une campagne publicitaire numérique. Donc tout ça est très bien. Maintenant, les entreprises qui veulent aller encore plus loin et gagner encore plus en performance avec leur campagne générée par Pencil vont devoir se reposer sur un socle de données important, en amont comme en aval. Commençons par l'aval, parce que
vous l'avez compris, des outils comme Pencil permettent de gagner énormément en temps et en productivité sur la création des campagnes publicitaires, avec une qualité de production qui est équivalente à une agence traditionnelle, mais pas meilleure. Ce qui va permettre de gagner encore en performance des campagnes par rapport à un mode de production totalement manuel, c'est en fait que l'outil va permettre de proposer 10 variations d'une campagne publicitaire. Là, une agence traditionnelle en aura fait une, et de faire des tests pour voir quelle est la version qui fonctionne le mieux, et là, donc, de gagner vraiment en performance. Et donc, pour ça, il faut mettre en œuvre ce qu'on appelle une démarche de Creative Analytics, qui, pour chaque créa, va analyser les performances et l'impact sur les KPI de vente ou quel que soit l'objectif de la campagne. Ça, typiquement, c'est ce qu'on a pu mettre en œuvre chez Bayer, avec donc une solution de reporting globale sur l'ensemble de leur créa, qui donne justement de façon structurée et systématique et fiable la performance de toute leur créa partout dans le monde, dans tous les pays, en association avec telle ou telle audience pour voir effectivement le meilleur match. D'ailleurs, derrière cette solution de reporting, au-delà de tout le data processing et le travail sur la qualité de la donnée qu'on peut imaginer, il y a aussi une brique d'intelligence artificielle, alors traditionnelle, pas générative, mais de reconnaissance d'image, pour pouvoir donc faire le lien entre différentes variations, différents formats de la même créa, et donc synthétiser les performances sur de différentes campagnes sur cette créa-là. Cette boucle retour est absolument essentielle, et pour alimenter la performance des outils comme Pencil, et les annonceurs qui sauront mettre ça en œuvre gagneront encore en performance. Au passage, on peut comprendre d'ailleurs que il va se passer avec la créa publicitaire, ce qui vient de se passer avec l'achat média. Achat média qui se faisait de façon assez, on va dire, intuitive il y a encore 15 ou 20 ans, qui est aujourd'hui totalement data-driven. Il faut comprendre que l'avenir de la création publicitaire est très largement data-driven également. En aval, pour mesurer la performance des campagnes, mais en amont aussi, pour alimenter les outils avec les meilleurs insights, les meilleures sources de données. Parce que, vous l'avez compris, Pencil, il faut donc l'alimenter avec des informations sur sa marque, ses produits, son audience, etc. etc. Ce sont des sources de données qu'il va donc falloir brancher à l'outil. Et donc ça fonctionne très bien comme ça. Maintenant, pour les grands groupes internationaux avec lesquels on travaille, ils ont des dizaines de marchés, ils ont des centaines de produits parfois, et il faut trouver une solution industrielle qui permette de gagner encore en performance. Et pour ça, on met en place ce qu'on appelle un brand tech brain, donc un cerveau brand tech si on veut. Ça consiste en quoi? Ça consiste en une base de données qui rassemble justement toutes ces informations nécessaires à l'alimentation des IA génératives qui font de la création publicitaire, et sous une forme qui soit la plus digeste par les modèles d'IA générative, qui permettent vraiment une intégration native, et qui parle la langue des modèles d'IA générative. Il faut comprendre que l'IA générative parle une langue qui s'appelle le vecteur, et donc il s'agit donc de créer des bases de données vectorisées de tous les assets nécessaires à alimenter ces outils. Ce genre de démarche a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est d'améliorer la performance des modèles et donc d'avoir des créas plus performantes derrière, de meilleure qualité. Ensuite, ça permet vraiment d'être agnostique par rapport aux outils, parce que évidemment Pencil marche très bien, mais ensuite les mêmes annonceurs vont peut-être pouvoir utiliser Adobe Firefly, ou encore bientôt Google, Meta, Amazon vont offrir leurs propres outils sur leur plateforme de création publicitaire. Et donc, plutôt qu'à chaque fois alimenter, brancher ces outils-là aux sources de données, on a une base de données prête à l'emploi, et on y accède tout de suite. Et puis le dernier aspect, évidemment, c'est une économie d'échelle. Les données sont prêtes une bonne fois pour toutes, et quand on a un nouvel outil, on n'est pas obligé de refaire cette intégration. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les 3 défis qu'il faut relever pour réussir la mise en œuvre de l'IA générative dans une entreprise, en particulier dans une organisation marketing. Identifier les cas d'usage pertinents, réussir la mise en œuvre technique, et ensuite préparer son organisation au changement. Une chose est sûre, ceux qui seront les premiers à mettre en œuvre ces technologies bénéficieront d'un avantage concurrentiel sur leur marché. Merci à tous pour votre attention. À bientôt.